Bonjour, bon dimanche, je range mon bureau numéro 103. J'ai vérifié, ça fait 1 mois et demi largement que je ne suis pas revenu et j'ai une pile d'une trentaine de livres qui est vraiment qui s'élève, je le disais ce matin dans mon blog, la pile s'élève à une trentaine de livres. Elle s'élève au sens même physique de la chose, ce n'est même plus une métaphore parce que c'est une espèce de pile qui menace de me tomber dessus et donc le danger me pousse à improviser cette vidéo. Alors, j'ai évidemment pas du tout le temps de faire ça. Qu'est-ce que je fais en ce moment? Je vais vous parler un peu de mon travail. Euh, Outre les cours, outre la direction du département, la co-direction du département d'anglais, je traduis pour le printemps prochain ce livre de Howard French, Born in Blackness. C'est passionnant et je m'éclate à traduire ça, mais ça prend du temps. La semaine prochaine, il y a une rencontre, un atelier du Labo des traducteurs organisé par la filière langues étrangères appliquées et ma collègue extrêmement dynamique, Anna Krikoun, qui fait venir Marin Schaffner, qui est éditeur chez Wild Project, mais qui est aussi traducteur, et qui va animer un atelier qui s'annonce passionnant autour de la question de l'écologie de la traduction. Et du coup, j'ai lu un certain nombre et parcouru un certain nombre de traductions de Marin Schaffner. Il y en a d'autres d'ailleurs dans mon bureau à l'université. Alors, un des remords ou une des micro-angoisse, je ne sais pas très bien comment il faut le dire, que j'ai par rapport à cette question de ces vidéos et de ces livres qui s'accumulent, c'est comme d'habitude le fait qu'au moment où je finis par faire une vidéo, eh bien, je ne suis pas assez en forme, ou j'ai pas pris le temps de relire ou de reparcourir tous les livres, donc c'est toujours un peu improvisé. Et puis un des micro-remords que j'ai, c'est que depuis le mois de juin, je veux vous parler de ces recueils, et puis je conservais l'occasion, alors c'est le même livre, hein, comme vous le voyez, il y a un autre livre de Palomina Hermine Hidalgo, dont je vous parlerai à l'occasion, Christina, dont je vous ai déjà parlé, peu importe, je vais expliquer tout ça dans 2 secondes. La raison pour laquelle j'ai un petit remords, c'est parce que, déjà, comme vous le voyez, j'ai 2 exemplaires, un qui m'a été envoyé par l'éditeur, les éditions Sans Escale, et un qui m'a été envoyé par la poète, l'autrice elle-même, avec une très gentille dédicace. Alors, j'avais dit que je voulais prendre le temps de faire une vidéo spécifique pour ce livre-là, et peut-être que je la ferai un jour, mais je vais commencer quand même par vous parler de ce livre-là, en disant, tout simplement, en faisant quelque chose que je n'ai pas fait depuis un petit moment, mais que j'avais aussi dit que je ferais, qui est que je vais mettre en circulation un des 2 exemplaires, pas celui qui est dédicacé, celui-là il est à moi, mais celui-là, qui m'a été envoyé par l'éditeur, je vais l'offrir à quelqu'un. Il suffit de mettre un petit commentaire sous la vidéo, c'est pas la peine de tout regarder, vous pourrez avoir jeté un œil, vous avez le droit de dire ce que vous pensez de l'extrait de Rien le ciel peut-être, ce tout nouveau récent recueil de Palomina Hermine Hidalgo, qui est une histoire, alors je ne veux pas entièrement tout révéler, mais enfin globalement, et si vous alliez voir sur le compte Facebook de Palomina Hermine Hidalgo, où elle répertorie un certain nombre de recensions, si vous lisez la préface de Dominique Sampiero, avant de lire le poème, de toute façon ce que je vais vous dire, vous le verriez, vous le comprendriez en lisant le texte, mais en fait vous le comprendriez de manière extrêmement indirecte. C'est un texte qui travaille autour du motif de l'inceste mère-fille. Et une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit en fait. Parce que ce qui est très beau, c'est vraiment la langue, la manière dont la langue et la manière dont la langue travaille le souvenir, la matérialité, le rapport justement extrêmement ambivalent de cette relation mère-fille. Alors je vais vous lire. Alors ce sont des proses poétiques et je vais vous lire les pages 45 à 47. Et donc si vous voulez récupérer un exemplaire de ce livre-là, il suffit de mettre un commentaire et on fera un tirage au sort. Mais même si vous ne récupérez pas l'exemplaire, allez un petit peu vous renseigner sur ce recueil. Toi qui es mon eau, cœur en crue ressac, je lampe tes étreintes, les flattant de la main, et que si gave ma langue en tortille de luxure. Fendant ta mousse à pas de corail, j'y prends ma lipée de tendre eau cavalante. Murène, s'il est vrai que l'écume te prodigue une sœur, que dans sa cruauté t'arrache le limon, tête encore l'absolu, l'eau comme sang, pamoison de varech au pli goulu des crêtes, à ses lèvres, modèle-toi une âme, ses paumes, liches-y, tant que le sel y va. Cède-moi un peu palombe de caresse, à l'affût de ta bouche, j'y cours, avec appeau, pour prendre à la pipée le froumant de ta chatte. Cajole, sois clémente pour qui t'aime. Sifflant par cric,
ornière et par écart de lande, j'aurai, piqué d'oiselage, joué tes peines et ton sang, vers quoi ma paume se hâte. J'ai revu ces jours, près des baraques à putes, où ta dent croquait les figues au sel. Puis rien, l'eau ployant un peu, verte issue de la mort. Sombre, rien d'étonnant, elle clapote sur les pierres glauques et vierges, le trépas lave toute plaie. Ta joliesse, poupée, était la parade des chiennes dans leur rute. Je ne blâme ni tes phares ni tes voiles. Brigue du moins la joie de t'humilier. Rince, catin, l'orgueil de tes lèvres. Qu'elle s'empoisse des mots. Je meurs de vivre et vis de mort. Je veux t'enfouir comme un chien sous les ormes. Toi et ton Dieu êtes une tare dans un ciel sans objet. Rien le ciel peut-être de Paloma Hermine Hidalgo aux éditions Sans Escale. J'aurai l'occasion d'en reparler. J'ai déjà parlé de cette poète, vraiment à suivre. Une des raisons pour lesquelles voilà, je préfère lire, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui, je vais essayer de parler le moins possible des livres et de lire très rapidement quelques extraits. Ici, je pense qu'en fait, la frustration grandissante dont je parlais au début de la vidéo et que j'ai, c'est parce qu'en fait, vraiment, je fais ça parce que j'ai pas le temps d'écrire des textes sur chaque ouvrage, mais il y a un certain nombre de ces livres qui appellent en fait le texte, qui appellent la réflexion par l'écriture sur le texte, et qu'en vidéo, je suis vraiment frustré. Bon, alors, essayons de faire descendre la pile. Sur la pile, il y a ce tout petit livre dont je vous avais déjà parlé, Pour l'intersectionnalité de Sarah Mazouz et Léonard Lépinard, aux éditions Anamosa, hein, donc c'est un tout petit livre que je viens de prêter à ma doctorante qui va travailler sur les questions des féminismes queer au Nigeria. Et donc voilà, et comme elle va conceptualiser beaucoup autour aussi des questions d'intersectionnalité, eh bien je lui avais prêté ce livre qu'elle m'a rendu. Voilà, livre que j'avais beaucoup corné quand je l'ai lu il y a 2 ans, je crois, quelque chose comme ça, ouais, 2 ans, il est sorti en 2021. Donc, un conseil de lecture, hein, si vous ne comprenez pas réellement ce qu'est l'outil conceptuel de l'intersectionnalité, eh bien, les éditions Anamosa sont là. J'aurais pu vous parler d'ailleurs aussi du très très bon livre paru, des très bons livres en l'occurrence même, paru récemment chez Anamosa et que j'ai lu, mais je les ai prêtés aussi, donc je ne peux pas vous les... Dans la collection, le mot est faible, mais voilà, c'est pas aujourd'hui que je vous en parlerai. On continue dans des parutions récentes chez des éditeurs amis. Hari Rabari, #Zakoa, roman, aux éditions Dodovol. C'est un roman qui vient de paraître. C'est le premier texte de cette écrivaine, Hari Rabari, qui, je cite la 4e de couverture, a nourri ce premier roman de son expérience et des récits entendus dans le cadre de son métier de gynécologue. Le titre #Zakoa, vous avez là donc, et la traduction en malagasy du célèbre MeToo. Il s'agit maintenant de faire entendre la lutte de celles qui se reconstruisent à Madagascar et ailleurs. Donc un roman programmatique en quelque sorte sur les questions des violences sexuelles et sexistes et des violences faites aux femmes. Mais ce qui est très beau, c'est que le roman n'est pas du tout un roman à thèse. Il fait vraiment entendre la voix de ce personnage de Rota qui déroule ce qui s'appelle une lettre à l'agresseur. Et c'est moi ce que j'ai trouvé très beau, c'est l'écho que l'on peut trouver avec d'autres textes épistolaires africains, notamment, on pense, c'est le grand classique, Une si longue lettre de Mariam Abba, mais on pense aussi, moi j'ai pensé aussi pas mal à la Song of Lawino, Song of Okol de Okot Bitek, grand poète ougandais, texte très problématique à de nombreux égards, entre l'épopée et le lyrisme, et dans une sorte d'opposition entre le point de vue de l'époux et le point de vue de l'épouse. Ici, c'est une lettre que une jeune femme devenue professionnelle du corps médical, devenue pédiatre, je crois. J'ai un trou en le disant, parce qu'à un moment donné, elle fait des études en pensant devenir infirmière ou sage-femme, et il me semble qu'elle devient pédiatre. Elle écrit en une nuit une longue lettre. Alors c'est moyennement réaliste, évidemment, le fait qu'elle puisse écrire 120 pages en une nuit, mais ça peu importe. C'est un artifice de présentation, et donc les chapitres portent la trace des heures, 21h38, 23h20, etc. Et donc dans lequel elle raconte, et elle raconte ce qui lui est arrivé,
et elle s'adresse en fait à son violeur, en fait, hein, pour dire les choses. Donc il y a un gros trigger warning, viol collectif, parce que c'est vraiment tout un système qui a été mis en place. Et le fait que c'est un personnage qui subit 2 viols, hein. Un premier viol, je ne rentre pas dans le détail, parce que si vous lisez le livre, je ne veux pas tout vous dire. Un premier viol quand elle est vraiment encore adolescente, et puis un viol au sortir de l'adolescence, un viol collectif organisé par celui qu'elle pensait être son petit ami. Et c'est donc à ce pseudo-petit ami qu'elle écrit cette lettre. Et c'est vraiment très fort, très, très beau. Il faut vraiment lire ça. C'est un texte que je trouve très marquant, qui émerge à un moment donné. Bon, effectivement, il se réclame, il s'inscrit dans un mouvement MeToo un petit peu. Il est extrêmement précis dans son ancrage dans la réalité malgache, hein, et on sent aussi enfin, toute une inscription dans le fonctionnement même des études, de la relation pédagogique, de la relation garçon-fille, homme-femme, etc. à Madagascar. Et donc ça en fait aussi un texte très spécifique en ce sens-là. Donc voilà, c'est chez Dodovol et c'est très bien. Donc j'avais dit que je lirais des extraits, je ne lirai pas toujours des extraits. Quand je réussis à parler un peu du livre, ben je ne lis pas d'extraits. Voilà, Harry Rabari, une voie à suivre, #Zakoa. Et puis encore, tiens, chez un autre éditeur ami qu'on commence à connaître, que vous connaissez si vous m'écoutez régulièrement, les éditions Projectile, spécialisées dans la littérature de l'océan Indien, de la Lémurie, hein, comme Dodovol d'ailleurs. Tiens, un marque-page de mon libraire. J'en ai partout. Il faut revenir de Ala Mougani. Texte qui m'a un petit peu désarçonné au début. Enfin, au début, ça allait, puis j'ai trouvé vers tout le milieu, je trouvais que ça traînait un peu en longueur, je trouvais que c'était un peu... que justement, pour le coup, c'était un texte qui a semblé avoir à cœur de doubler par le récit fictionnel et le récit personnel et individuel d'une trajectoire toute l'histoire du Liban des années 80 à nos jours. Et en fait, non, ça m'a beaucoup plus convaincu dans les... Allez, ça fait 300 pages, et j'ai trouvé que dans les 70-80 dernières pages, ça devenait complètement autre chose. Et à travers la figure extrêmement opaque et ambivalente de la sœur de la narratrice, qui n'est pas d'ailleurs la narratrice, je dis des bêtises, parce que c'est à la 3e personne, enfin de la protagoniste, on va dire, à travers le personnage de la sœur de la protagoniste, qui est un personnage qui semble être devenu complètement folle, mais c'est jamais extrêmement précis, on comprend jamais exactement ce qu'elle a, parce qu'elle fonctionne malgré tout, elle fait des choses, elle continue à croire que ses enfants vont lui être rendus, hein, notamment son dernier fils, et en fait c'est ce personnage-là qui prend de plus en plus d'ampleur, et c'est pas du tout parce que la folie, c'est pas uniquement une forme de métaphore de la folie qui gagne le Beyrouth ou de la folie qui gagne le Liban, c'est vraiment parce que c'est une figure extrêmement complexe qui permet d'exprimer en quoi la situation de la protagoniste, pas spécifiquement de sa sœur, mais de la protagoniste et du Liban, échappe en fait à la rationalisation. Donc finalement j'ai bien aimé le livre. Il faut un peu s'accrocher quand même. Alors c'est pas parce que c'est écrit d'une manière compliquée, etc. C'est pas tellement ça. C'est bien écrit. C'est un beau texte, mais parce que parce qu'il y a tout ce programme. Alors ça s'appelle Il faut revenir parce que c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'installe à Beyrouth alors qu'elle a passé toute son enfance et son adolescence et qu'elle a fait ses études en Belgique, où ses parents avaient émigré dans les années 80, pour fuir évidemment la guerre civile. Et donc toute cette question, effectivement, de ce qu'on a appelé les Bintu parfois, c'est-à-dire donc les personnes qui se réinstallent dans la patrie d'origine, et notamment dans un contexte colonial, post-colonial, toute cette problématique, là encore, est, à mon avis, le faux sujet du livre. C'est-à-dire c'est effectivement au centre du livre, le fait qu'elle est journaliste, et que finalement toute son histoire, le roman couvre 2 décennies, le fait que son histoire permet à Ala Mougani de parler des événements au Liban depuis à plus ou moins l'assassinat de Rafik Hariri, donc oui c'est ça va faire pas loin de 20 ans, tout ce dispositif-là, et en fait moi je pense en partie le faux sujet ou le faux centre du roman, le vrai sens de revenir, c'est la question des revenants, c'est-à-dire c'est la question de la spectralité, c'est la question des fantômes, de ce qui vient nous hanter, etc. Donc je trouve ça, et de ce point de vue-là, bien effectivement, le personnage de la sœur, qui est à la fois éminemment vivante et qui est en fait
aussi dans une forme de déni de la réalité, est une figure vraiment centrale de revenante. D'ailleurs, le texte s'arrête, se termine avec la sœur. Hein. De l'autre côté, il y a Octave, l'eau arrive au menton, elle ouvre la bouche, appelle le fils. Octave, il faut revenir, il faut revenir. Et donc le il faut revenir, qui semblait être au départ l'injonction faite aux Libanais de la diaspora de revenir s'installer au Liban et de faire vivre le Liban, qui est le point de départ du roman, finalement est remplacé par un rapport beaucoup plus personnel, beaucoup plus traumatique finalement, de la question de la séparation familiale et de la nécessité de revenir dans le giron familial ou de revenir vers la mère, en l'occurrence ici. Voilà, donc c'est un texte déconcertant à certains égards, mais vraiment j'étais content de le lire. Il faut revenir à la Mougani. Alors celui-là, je vais en parler plus vite. C'est un petit manuel en quelque sorte, une sorte d'introduction à la notion de zoo-inclusivité. Donc c'est extrêmement utile parce qu'en plus je vais en parler pas mal dans mes cours, mes recherches encore dans les années à venir et je travaille beaucoup autour de ces questions-là. Mais voilà, je vais en parler assez vite pour le recommander pour des personnes que ça intéresserait bien sûr. Émilie Dardenne, hein, qui est maîtresse de conférences HDR à Rennes 2, elle a notamment fondé, il me semble, un diplôme qui s'appelle Animaux et Société. Je mets de la 4e de couverture comme anti-sèche. Donc elle est l'autrice de pas mal d'ouvrages et d'articles sur ces questions-là. L'introduction aux études animales chez PUF que j'ai pu consulter, sur laquelle j'ai pu faire quelques fiches à partir d'un exemplaire de la BU. Et donc là, ça vient de sortir, considérer les animaux, une approche zoo-inclusive. Donc c'est vraiment une introduction pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout le sujet, mais c'est extrêmement utile parce que elle synthétise énormément de choses en termes de bibliographie. Donc pour quelqu'un comme moi qui suis aussi enseignant, c'est très bien parce que par exemple, il y a les 4 pages de la page 110 à la page 113 sur le perspectivisme animal. Et voilà, c'est très bien. Moi, je peux vraiment donner ces 4 pages à lire à des étudiants avant de les faire travailler sur la question du perspectivisme. Et je vais faire travailler mes étudiants en 2e semestre dans 2 cours différents sur le perspectivisme animal et pas seulement animal. Donc c'est la question du décentrement et du perspectivisme. Donc, dans 3 cours même, en fait, différents. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, c'était vraiment intéressant. Alors, je ne vous en dis pas plus. Peut-être vous dire le plan, un petit peu, ça va vous donner une idée. Le texte, donc, ça fait à peu près 200 pages. Hein, un petit peu moins de 200 pages, en fait, parce que la bibliographie en fait une vingtaine. Donc, ouais, 160 pages. Il y a une première partie en une sorte d'introduction qui est le cadre théorique, suivie de 3 parties, agir au niveau individuel, agir dans l'éducation et la recherche et dans les entreprises, agir au niveau des politiques publiques. Donc vous voyez que c'est vraiment un manuel pour considérer les animaux, pour prendre en compte les animaux. Ce n'est pas un ouvrage purement théorique, universitaire, etc. Elle pose d'abord le cadre théorique et ensuite les applications pratiques. C'est, recommandation, évidemment, à condition que cette question, bien sûr, vous intéresse ou qu'elle vous travaille ou que vous travaillez sur ce type de matériaux. Plusieurs lectures récentes en anglais, d'auteurs que je suis depuis longtemps. Tabishker, écrivain indien installé depuis de nombreuses années au Danemark. J'avais eu l'occasion et le plaisir de le rencontrer à 2 reprises, une fois à Tours, une fois à Aarhus, au Danemark. Ici, c'est un recueil de nouvelles. Ça fait un petit moment que je n'avais pas lu de texte de Tabishker. D'abord parce que plusieurs de ses livres de ces 10 dernières années ont d'abord été disponibles surtout sur le sous-continent indien et pas du tout ensuite. C'était difficile de se les procurer vraiment. Et encore plus si on n'était pas dans un pays anglophone. Donc voilà. Donc celui-là, j'ai pas eu de problème. Et il y en a un autre d'ailleurs qui est sorti l'an dernier et que j'ai pu aussi faire venir, mais que j'ai pas encore lu. Donc c'est un recueil de nouvelles, Namaste Trump and Other Stories. C'est la nouvelle, il y a une des nouvelles qui s'appelle Namaste Trump, qui raconte la journée d'une visite officielle de Trump, je vais dire une bêtise, j'allais dire à New Delhi, mais peut-être que je dis une bêtise en fait, peut-être à Bombay, en fait j'ai un trou. De toute façon, la plupart des nouvelles ne se passent pas justement dans les grands centres urbains de l'Inde, mais dans une région vraiment... dans une région vraiment rurale,
non loin du Bangladesh. Et donc voilà, et ce qui est intéressant en fait dans ce recueil de nouvelles de Tabish Ker, c'est qu'il y a une sorte de cycle à l'intérieur, un peu comme chez Catherine Mansfield par exemple, dans lequel il y a un personnage que l'on suit d'une nouvelle à l'autre. Il doit y avoir, je ne sais pas, sur les... Allez, je vais dire des bêtises, comme toujours quand je prépare pas, voilà. Il y a 10 nouvelles en fait, et puis il y a une sorte de novella, de roman bref, qui ouvre le roman, dont je ne sais pas très bien quoi faire, Night of Happiness, que je trouve un peu déconcertant, je ne vais pas trop en parler. Je trouvais ça très agréable à lire, mais j'ai pas vraiment d'opinion dessus. Les 10 nouvelles, donc des vraies nouvelles, brèves, une dizaine de pages, quinzaine de pages chacune. Les 10 nouvelles, voilà, sur les 10 nouvelles, je pense qu'il y en a 4 ou 5 qui suivent ce personnage, qui est le personnage d'un narrateur enfant puis adolescent, et de sa relation avec sa préceptrice, en fait, voilà, ou sa répétitrice, je ne sais pas comment il faudrait dire. Et donc voilà, donc il y a des éléments comme ça très culturels, très liés à une forme de provincialisme aussi, de tentative de saisir en fait une forme très spécifique de la composante nationale indienne qui est vraiment très inhabituelle en fait dans la littérature indienne. Et donc c'est très bien. Je vais vous lire un extrait, tiens, quand même, de temps en temps, de The Ubiquity of Riots. Les émeutes sont partout. The Ubiquity of Riots. Alors évidemment, j'aimerais beaucoup traduire certaines de ces nouvelles aussi, mais il faudrait du temps pour ça. It is a warm afternoon for December. There is no wind. I cannot fly a kite. All the servants are busy and unusually irritable. I have no sibling. The air gun is the only option. I am trying to get close enough to a crow, the only bird I am permitted to shoot, but crows are wary creatures with a fairly good radar system. If you stalk a crow on one tree, crows on a tree much farther off spot you and call a warning. That is when I see it. A parrot, but not of the usual sort. This one has a fringe of incandescent colors running around its neck. It is hanging from one of the top branches of the huge gula tree that overshadows the cowshed, pecking upside down at a gula fruit. It is too far away for me to be able to hit it. I prowl closer. The space around the gular is used to tie and groom the cows and is bare of bushes or trees. I expect the parrot to spot me and fly off with a squawk. But it doesn't. I reach within shooting range, though the parrot is still high above me. The gular, along with the jackfruit tree, is the largest in the compound. It knows I'm here, but stays hanging from the branch, twisting its head around to look. The parrot's bright green shows through the duller green leaves of the gular leaves. The day hangs heavy like wet clothes on a line. But that far up, there is some breeze, and the small leaves seem to shimmer around the parrot. I do not imagine I can hit it. Airgun pellets are easily thwarted by leaves and twigs. I take aim, still expecting it to fly away. The little breeze that there was must have been behind me. My pellet carries to the parrot. No twig diverts it. The magnificent bird squawks and falls, fluttering from one branch to another and finally to the ground, from which it tries to fly again. I can see one of its wings is not working. It hops, falls, and then propels itself into some bushes growing by the back wall. I am so shocked that I just stand there. Then I look around to ensure that my accuracy has not been observed. Not only am I not supposed to shoot any bird other than crows, parrots and such exotic species are specifically under my father's aegis. Having ascertained that I have not been observed, I go back to the house, tuck away the airgun, and pretend to read a book. Voilà, donc l'événement central de cette nouvelle, The Ubiquity of Riots, qui vient aussi en parallèle évidemment des drames politiques et sociaux qui parcourent tout le recueil, c'est-à-dire la question des émeutes, la question des... Alors le premier texte, cette novella Night of Happiness, travaille aussi le motif des conflits entre hindous et musulmans, de l'ostracisation des musulmans, de l'ostracisation grandissante des musulmans ou des non-hindous aussi plus généralement dans la société indienne. Voilà, Tabish Ker est extrêmement
critique et féroce de ces questions-là et de ces questions d'instrumentalisation politique des identités religieuses. Depuis toujours, enfin c'est un romancier qui travaille beaucoup sur ce matériau-là aussi. Namaste Trump, Tabish Ker. Alors le livre suivant, je le garde pour une autre fois, mais je vous le signale, je le montre, Azúcar, Azúcar, je ne sais pas comment le dire du coup, parce que c'est le mot espagnol et c'est un texte écrit en anglais, par Nia Coy Parks. Alors juste pour dire, j'en parlerai, que c'est Long Expected Novel by Nia Coy Parks, parce que Nia Coy Parks, il a écrit notamment, c'est un poète, il a écrit plusieurs recueils de poèmes, j'ai eu l'occasion de vous en lire à plusieurs reprises récemment. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, il a écrit un roman, Tale of the Bluebird, il y a déjà une dizaine d'années, peut-être même une quinzaine, traduit en 2014 par Sika Fakambi, sous le titre Notre quelque part. C'est un texte que j'ai eu l'occasion d'enseigner, j'ai eu l'occasion de faire venir à Nia Coy Parks et Sika Fakambi à l'université de Tours il y a maintenant de cela pas loin de 8 ans. Donc oui, ça fait 8 ans, c'était à l'automne. Et donc voilà, et donc j'attendais depuis très longtemps ce roman qui était annoncé depuis facilement 2-3 ans. Et c'est complètement déconcertant parce que ça n'a rien à voir en fait avec Tale of the Bluebird. Ça se passe dans une île imaginaire qui emprunte un peu beaucoup même à Cuba, mais un peu aussi à Haïti, un peu à d'autres îles aussi. Et ça travaille beaucoup cette question justement d'une émigration, en fait, d'un personnage qui a émigré dans cette île quand il était adolescent, avec une bourse du gouvernement ghanéen, et qui se retrouve à vivre en fait dans cette île. Et donc il y a les questions de production, d'autonomie, d'opposition entre les questions du capitalisme et d'un système étatique à la cubaine. Là encore, les questions de décolonialité, les questions culturelles liées à la musique, liées en fait au fameux sucre du titre, qui n'est pas tout à fait ce à quoi on s'attend, parce que c'est vrai que quand j'avais vu un peu le titre, j'avais eu un peu rapidement le résumé ou le pitch, comme on dit, je m'étais dit, ça va travailler autour de la question le fait que le sucre a été le facteur principal d'expansion de la traite transatlantique, et qu'en fait sans l'appât du sucre il n'y aurait certainement pas eu d'esclavage, et à coup sûr pas d'esclavage et de déportation de millions d'Africains dans ces conditions-là et dans ces proportions-là. Mais en fait, c'est pas ça. Donc voilà, donc je vous en dis pas plus pour l'instant, mais je vous dis, voilà, ce texte existe, il est sorti, il n'existe pas en français encore. J'espère qu'il y a un contrat de traduction qui se prépare et que Sika Fakambi va être sur le coup, parce que c'est une traductrice remarquable. Voilà, on le garde pour plus tard, Azúcar, mais voilà, vous savez que ça existe. On continue avec, toujours dans la série des sorties, c'est de la rentrée littéraire. J'en parle pas souvent de la rentrée littéraire, mais là, j'en parle. Ananda Devi, Le jour des caméléons. Vous savez que je rate pas beaucoup de livres de Ananda Devi. Il y en a encore 3 ou 4 publiés il y a 8 ans, il y a 15 ans, etc., qui sont dans une pile quelque part et que j'ai pas encore pris le temps de lire. Donc, j'ai pas tout lu au fur et à mesure. Mais en fait, j'en ai pas raté beaucoup. Et celui-là, c'est peut-être le plus violent de ces livres. Alors, quand on dit ça doit faire... Si vous connaissez Ananda Devi, ça devrait un petit peu vous interpeller. Mais voilà, c'est ma perception du texte, mais c'est un texte qui est vraiment, qui est très violent, et c'est peut-être aussi le plus explicitement mauricien. C'est peut-être pour ça aussi que je trouve que c'est peut-être le plus violent, parce que c'est celui qui est le plus explicite dans sa dénonciation de certains événements et de certains phénomènes liés à la vie politique et sociale sur l'île Maurice. Là où un très grand nombre de ces textes, même quand ils se situaient dans l'océan Indien, décidément on n'en sort pas, le faisait de manière un peu indirecte, sans vraiment mettre le doigt sur telle ville, tel endroit, tel événement. Là, c'est beaucoup plus spécifique sur ça. Et c'est un texte qui est vraiment très, très fort, là, que j'ai lu il y a 1 mois et quelques, quand c'est sorti. Et je vais... alors, sachant que, voilà, grosso modo, c'est un roman. Je vous en dis pas beaucoup plus, parce qu'il faut pas trop en dire. C'est vraiment un roman, il faut le lire pour ce que c'est, donc pour un roman, donc je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais sachant que c'est un texte dans lequel on sait dès le début comment ça va finir et comment ça va mal finir. Et donc ensuite, le roman n'est pas lié au suspense, mais plutôt à la manière dont ça se déroule et au diagnostic et à la description spécifique de la situation et du drame qui se produit un jour précis, et les conditions de ce drame.
Allez, je vais vous lire 2 extraits. Page 96. Le gorille s'est affaissé avec la grâce étrange des cadavres. Le gorille, c'est un G majuscule, c'est un personnage. Le gorille s'est affaissé avec la grâce étrange des cadavres. Ses yeux ouverts regardaient zigzag. Sa bouche baveuse s'est figée comme sur une prière. Enfin, le corps s'est libéré de tous ses relents, de toutes ses matières. Il n'était plus qu'une outre velue. Rien d'humain ne subsistait. Il n'y avait d'ailleurs jamais rien eu d'humain là-dedans. Il a transporté le cadavre jusqu'au terrain d'ordures parce que la force est une affaire de volonté. Il ne savait pas que sa mère y avait plutôt jeté des carcasses de poulet. Il l'a laissé là, prenant à peine le temps de le recouvrir d'immondices. Il s'est installé sous un arbre, non loin, a allumé un joint, a attendu. Il ne savait pas ce qu'il attendait. Peut-être voulait-il s'assurer que la fin du gorille soit aussi démesurée que son acte. Il n'a pas été déçu. Ils sont arrivés alors, les chiens errants, les chiens sauvages, les chiens blessés, les chiennes grosses, les chiens mourants, les chiens râpeux. Ils sont tous venus, attirés par l'odeur de chair crue et de chair fraîche, et de chair fraîchement morte. Le genre de repas qu'ils n'avaient jamais eu et n'auraient plus jamais dans leur vie. Cette nuit-là, plus d'une centaine de chiens sont venus de partout. Les habitants de Baie du Tombeau ont bien dormi parce qu'ils n'ont pas aboyé une seule fois. Ils avaient faim depuis si longtemps. Les poulets sont partis vite en quelques bouchées, mais ce n'était que l'apéritif. Après, ils sont passés aux choses sérieuses. Ils n'ont rien laissé aux rats. Cela s'est passé dans la cité sans nom. La police ne s'est pas dérangée, ni pour le bébé, ni pour Gorille. Ni pour le gorille. Alors, je ne vous raconte pas exactement qui est le personnage, l'assassin, Zigzag, ni qui est le gorille. C'est une vengeance contre des violences en fait familiales, hein, donc, dans ce contexte-là. Et un texte, comme toujours chez Nana Lévy, c'est atroce et c'est très beau. Voilà. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce que... Page 227, tout vers la fin. L'horreur absolue. L'horreur absolue ? Attendez, n'y sommes-nous pas habitués ? Les génocidaires du XXIe siècle n'ont rien à envier à ceux du XXe siècle, bien au contraire. Ce qu'on appelle horreur est relatif. Cela dit, les victimes ne sont pas là pour nous expliquer la différence. Les victimes n'ont rien à dire. Leur rôle est de se taire, et de souffrir, puis de mourir. Manquerait plus qu'elles s'expriment. D'ailleurs, elles n'ont presque jamais de visage. Une masse amorphe, voilà ce qu'elles sont. Elles ont quelque chose d'amibien, pour bien meubler le vide des chambrettes où chacun attend, dans la solitude de son écran intime, la confirmation de la bonne nouvelle, les autres meurent, pas moi. Les victimes ont le beau rôle de souffrir pour rassurer les autres. Tant qu'elles sont là, quotidiennes, dépecées, dépucelées et démembrées, tous, derrière leurs écrans, sont épargnés. L'équation est simple. Si le doigt du destin doit choisir, qu'il passe sans nous voir, qu'il s'arrête sur un autre, qu'il assène et assaille et assassine un autre. Pas nous, qui ne figurons pas encore dans sa liste de dévastation. Pas nous, qui sommes nés sous une bonne étoile. Quand un avion s'écrase, c'est une chance de plus que le nôtre ne s'écrase pas. Nos écrans sont nos sauveurs. Ils nous comptent un monde dévasté dont nous ne faisons pas partie, puisque nous sommes là pour le voir. Et plus nous restons seuls derrière nos murs et nos écrans, plus nos chances de survivre s'accroissent. La solitude est notre armure, elle nous rend increvables. Le jour des caméléons, Ananda Devi, comme toujours, fortement recommandé. Alors, un écrivain que j'ai, sans transition, un écrivain que j'ai beaucoup lu, beaucoup aimé, il y a une dizaine, quinzaine, j'ai même regardé, presque 20 ans, Enrique Villamatas, écrivain barcelonais, qui écrit non pas en catalan mais en castillan, un écrivain très borgésien, très, je ne sais pas ce qu'il faudrait dire, dont l'œuvre principalement interroge la question des compositions, des machinations littéraires. Un écrivain postmoderne, on pourrait le dire comme ça, très vite fait, et ça ne veut pas dire grand-chose ici, donc il faudrait repréciser. Et ça fait quelques années que je lis plus trop ce qu'il écrit, parce que j'ai trouvé que ça faiblissait un petit peu. Les derniers livres de lui, alors attendez, il y en a eu un après R de Dylan, je ne vais pas dire de bêtises, R de Dylan en 2012, Impression de Cassel en 2014, Mac et son contretemps en 2017. Voilà, le dernier que j'ai lu, c'était Mac et son contretemps. Et donc là, je me suis quand même laissé tenter. Alors, il n'est plus édité chez Bourgois, c'est chez Actes Sud maintenant. Et alors, voilà, je l'ai lu en entier, mais c'est n'importe quoi. Oui, après tout, je m'en fous, hein, quasiment personne ne me regarde. J'ai 200 vues cumulées sur ma dernière vidéo.
sur un mois et demi, donc autant dire que c'est comme si j'étais presque tout seul, hein, on est en petit comité. C'est n'importe quoi au sens où vraiment, moi je trouve que ça tourne complètement au procédé, il n'y a aucun espèce de plan, il n'y a aucune espèce de perspective, il n'y a aucun espèce d'objectif, et Dieu sait que ça ne me gêne pas du tout, les textes déconstruits, qui partent dans tous les sens, enfin voilà. Mais là, c'est vraiment, on a l'impression qu'il fait à chaque fois un micro-chapitre ou une sous-section à partir de quelque chose qu'il a lu la veille et qu'il voilà, et qu'il le colle comme ça, qui colle ces différents fragments les uns à côté des autres, sans chercher à constituer une œuvre ou un texte qui dépasse en fait ce collage de fragments. Et donc c'est très déroutant parce que c'est quand même malgré tout présenté comme un roman. Alors, la quatrième de couverture dit que de divagation en digression, le lecteur est happé dans un vertigineux maelstrom, ébloui par la sagacité du propos. Oui, enfin, si on n'a jamais lu Villamatas, on est peut-être ébloui par la sagacité du propos. Si on a déjà lu et aimé Villamatas, on est surtout impressionné par l'effilochement complet de toute forme de structure et de cohérence de pensée. Vraiment, c'est... Alors, à cela s'ajoute le fait que c'est traduit par André Gabastou, et que André Gabastou, j'ai jamais été très convaincu par ses traductions. Alors, je lis pas le texte original, mais quand on lit des textes traduits, on se rend compte parfois d'erreurs. Donc il y a des erreurs assez nombreuses que j'avais dû noter, je crois, au moment où je l'ai eu, peut-être sur Facebook. Enfin, il y a vraiment des incohérences, des erreurs, et des formules vraiment bancales, dont j'ai du mal à imaginer qu'elles soient bancales de la même manière dans le texte de Villamatas. Bon. Donc pour toutes ces raisons-là, je suis allé jusqu'au bout, mais c'était parce que voilà, c'est intelligent et qu'il fait allusion effectivement à des auteurs, à des poètes, etc., dont on n'a pas forcément entendu parler, donc en ça, c'est pas inintéressant. Hein. À un moment donné, tiens, il se met à parler de David Markson, ce qui m'a pas du tout étonné d'ailleurs, parce que c'était... Mais voilà, il manque la radicalité des derniers textes de Markson, c'est-à-dire qu'il aille jusqu'au bout du projet et qu'il fasse un truc complètement éclaté, au lieu de continuer à faire semblant de nouer ça au sein d'un roman, qui est finalement un procédé complètement creux. Il me semblait, je voulais juste retrouver voilà, le nom de la poète uruguayenne dont j'ai découvert l'existence et j'en ai lu dans la foulée. Donc c'est pour dire que malgré tout, c'est aussi pour ça que je l'ai lu jusqu'au bout, c'est parce qu'un texte de Villamatas, c'est jamais inintéressant, c'est jamais improductif, ça ouvre quand même des horizons, des perspectives. Et donc cette poète s'appelle Idea Vilariño, c'est une poète née en 1920, et il en parle à plusieurs reprises, ou plus exactement son narrateur en parle, mais là encore c'est un narrateur un peu fantomatique malgré tout, un peu... voilà. Et donc, Idea Vilariño, voilà, alors j'ai eu l'occasion de... Je vous montre, c'est à la page 114, voilà, qu'il en parle. Vous avez le nom qui doit être quelque part par là. Voilà, Idea Vilariño, on y arrive. Et qui n'est pas du tout traduite en français, évidemment. Montevideo, alors oui, une dernière chose, tiens, Montevideo, c'est pas parce que je fais des vidéos, qu'est-ce qu'on se marre. Une des raisons pour lesquelles j'étais hyper déçu aussi, c'est parce que je pensais que Villamatas, il allait s'approprier, au moins comme une partie de son livre, le fait que Montevideo est quand même la ville de naissance de 3 grands écrivains, poètes français, de la même époque, ou quasi la même époque. Laforgue et Lautréamont, ils sont quasi contemporains, et puis Supervielle est évidemment un peu postérieure. Sans compter qu'on a, depuis toute l'œuvre, et moi je pense aux premiers textes de Santiago Amigorena, qui sont venus encore renforcer cette espèce de prisme, de rôle extrêmement particulier que joue Montevideo dans l'imaginaire littéraire français et européen. Donc je pensais qu'il y aurait ça, bon, il n'y a pas ça du tout. Bon, c'est pas... Voilà, en l'occurrence, ça n'enlève rien à son texte du tout. Alors sur la pile qui menace de me tomber dessus, il y a ce livre de Monique Séverin, La peine de l'eau. Pourquoi est-ce qu'il est là ? C'est parce que j'ai eu l'occasion d'aller entendre Monique Séverin faire une lecture musicale d'extraits de ce livre et d'autres livres d'elle. Donc je l'avais ressorti de mes étagères. Mais c'est un livre dont je vous ai parlé 2 fois déjà. Donc jamais 203 effectivement. Mais c'est pour vous rappeler, voilà, on est encore aux éditions Projectile. Donc continuez de regarder le catalogue des éditions Projectile. Ça, je le garde pour plus tard. Qu'est-ce que j'ai ? Ah oui, tout ça, je vais prendre ça, c'est bien. Alors, attendez, tiens. Ça, on va le prendre aussi. Allez.
José Saramago, Relevé de terre, un texte très étrange, traduit du portugais par Geneviève Leibrich. J'avais essayé autrefois, je pense quand il a eu le prix Nobel, ou peu après, de lire un livre de Saramago que j'avais pas aimé du tout, et qui s'appelle L'histoire du siège de Lisbonne. Et j'avais vraiment arrêté en cours de route, je l'avais emprunté en bibliothèque, je crois, ça va faire 20 ans ou quelque chose comme ça. Et là, c'est une amie, une ancienne collègue, une amie, on continue à se suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, qui me l'avait recommandé. Et donc j'ai fini par le lire et j'ai pas été déçu, si ce n'est que c'est un texte qui est un peu long quand même, que j'ai trouvé quand même très répétitif. Alors c'est le principe, c'est une sorte d'épopée, on peut dire marxiste et paysanne, c'est-à-dire ça raconte la manière dont depuis la nuit des temps, ou presque depuis des siècles, il y a une caste de seigneurs appuyés par l'Église catholique qui oppriment le peuple, et notamment le peuple des paysans. Et donc ça veut dire que, entre autres, les seigneurs, que ce soit au sortir du Moyen-Âge ou que ce soit dans le monde contemporain, ont le même nom. Et le prêtre a toujours le même nom aussi. Donc il y a une espèce d'astuce comme ça, qui est très forte, qui n'est pas du tout gratuite ou superficielle, qui est très forte, et qui permet de montrer en fait la permanence du système d'oppression. D'une société fondamentalement inégalitaire. Et donc c'est un texte qui est très beau en fait sur la confiscation des terres, sur les réformes agraires, sur l'exploitation, à la limite de l'esclavage, l'exploitation le servage, en fait, on pourrait dire, plutôt que l'esclavage, l'exploitation des paysans. Et donc c'est un texte qui demeure très fort. J'ai dû un petit peu me forcer à un moment donné à continuer, parce que je trouvais ça quand même assez un peu longué, un peu répétitif. Ça fait 440 pages quand même, bien tassées en point-seuil, donc c'est pas, ça se lit pas en 2 soirs, et c'est très beau. Finalement. Donc je n'ai pas regretté de m'être accroché. Je vous lis un extrait. Page 333, et donc il y a les chapitres, mais qui ne sont pas numérotés. Parfois, on se met à lire l'histoire de cette terre portugaise et on y découvre des disproportions qui donnent envie de sourire. C'est le moins qu'on puisse dire. Un rire franc serait bien plus à sa place ici, non pas pour offenser, chacun fait ce qu'il peut ou ce que lui ordonne sa hiérarchie, et si fort estimable et louable fut la décision prise par Donna Filippa de Veligne d'armer ses fils chevaliers afin qu'ils aillent se battre pour la restauration de la patrie, que dire de Manuel Espade, qui sans la moindre chevalerie déclara « Me voici », et ce ne fut pas sur l'ordre de sa mère laquelle est morte, mais de par sa propre volonté d'homme. Maintes personnes louèrent cette Dona Philippe et en exaltèrent les mérites, notamment João Pinto Ribeiro, le comte d'Ericeira, Vicente Gusmão Soares, Garret et même Vieira Portuense, qui peignit un petit tableau. Seuls Manuel Espada et Sigismundo Canasto n'ont personne pour les parrainer. C'est une conversation entre 2 hommes, ils ont dit ce qu'ils avaient à dire, et maintenant chacun s'en retourne vaquer à ses affaires. Il ne manquerait plus qu'ils bénéficient de l'avantage de la plume et du pinceau. En l'occurrence, le narrateur suffit. D'autant plus que pour que l'on comprenne bien ces histoires, il conviendra que nous refassions un tour à loisir dans le latifundium, sans but préconçu, afin d'y cueillir la pierre et la fleur, et de leur donner le nom qu'elles ont, afin de regarder les animaux qui y vivent et savoir pourquoi, et comme on entend les tirs d'armes à feu de ce côté-ci, qu'est-ce que ça peut bien être? Commençons donc par ici. Voyez quelle coïncidence. C'est le chemin qu'avait pris José Calmedo lorsqu'il s'en était allé arrêter João Mautempo. On dirait même que le latifundium est devenu minifundium, tant il est facile de se retrouver là où l'on s'est déjà trouvé auparavant. À vrai dire, nous sommes passés ici, en une occasion moins extravagante. Voici les ruines du moulin à eau, et plus haut, invisible, le four de la Tuilerie. Toutefois, il ne faut pas avoir peur des tirs. Les tireurs visent en l'air. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce n'est pas? C'est un tir de balle, de la belle ouvrage. Pas une de ces menues grêles de plomb qui ne valent que pour le petit gibier. Ici, il s'agit d'acrobaties fort différentes. Donc j'ai choisi cet extrait-là, enfin je l'ai choisi un peu au pif quand même, j'ai improvisé, enfin, j'avais corné un certain nombre de pages. J'ai choisi de lire ce texte-là parce qu'en fait c'est une sorte de raccourci ou de condensé de ce que fait le roman, c'est-à-dire parler de la grande histoire, celle qui est dans les livres d'histoire, etc., et boucler sur ce qui est vraiment le sujet du roman, c'est-à-dire l'histoire des oubliés, l'histoire du peuple, l'histoire du latifundium, l'histoire de ces paysans dépossédés en permanence, de manière constante, et même dépossédés de
de la postérité, en fait. Et donc, c'est ce que cherche à faire le roman, dans une espèce de geste circulaire, cyclique, épique. Et donc, voilà, c'est ce qui fait aussi qu'il y a une sorte de narrateur un peu collectif, avec des pages extrêmement belles, au niveau aussi des descriptions du travail, de la terre, des saisons aussi, hein, de la nature. Enfin, c'est vraiment c'est un texte qui est, voilà, que je recommande aussi, avec quand même cette petite réserve. Il faudra peut-être que vous vous accrochiez, ou peut-être que vous allez trouver ça quand même un peu long, ou un peu dur à suivre par moment. José Saramago, traduit par Geneviève Leibrich, Relevé de terre. C'est un texte qui a été publié en 1981, Levantado do Chão, et traduit en 2012 seulement, donc il a mis 32 ans à être traduit, alors que pourtant il avait déjà le prix Nobel. Allez, des textes en anglais dont je vais vous parler vite fait, c'est des textes que je n'ai pas lus parce que ça m'a saoulé. Pourtant j'aime bien George Gissing, mais j'aime bien les romans de George Gissing, romancier de la fin du 19e siècle, qui a souvent une dimension sociale assez intéressante. Bon là, je suis vraiment pas entré dedans. J'ai commencé à le lire et ça m'a saoulé, donc j'ai arrêté. Donc c'est un livre qui va aller en boîte à livres. The Odd Women, je crois que je l'ai acheté d'occasion cet été. Un texte qui est un classique et dont j'ai lu, qui est composé d'histoires en quelque sorte. Donc je l'ai lu vraiment par fragments, un peu en désordre et au hasard. Our Village de Mary Russell Mitford. Le livre n'est pas en très bon état, c'est pareil, je l'ai acheté d'occasion cet été, donc c'est pareil, il va partir en boîte à livres. Alors Mary Russell Mitford, elle raconte, je crois, c'est l'histoire d'un village, hein, le sous-titre c'est Sketches of Rural Character and Scenery. C'est un texte qui date d'il y a 2 siècles à peu près, hein. C'est un texte des années 1820-1830, donc pour le coup avant l'époque victorienne, vraiment début du 19e siècle. Et c'est un texte qui, je disais, c'est un classique, c'est un texte qui est souvent cité parce que justement, elle a un regard sociologique, on dirait, avec un petit anachronisme, mais elle a un regard vraiment sociologique sur la structure du village, sur sa topographie, sur les relations entre les différentes catégories de population, les différents personnages, les différentes fonctions, les différents métiers aussi. Et puis, elle a aussi, dans ce recueil-là, écrit 2 des textes historique fondateur un petit peu de la littérature du cricket. Donc c'est aussi pour ça que je voulais le lire. Bon, maintenant je l'ai lu, je ne vais pas aller tellement plus loin. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai mis George Gissing par terre, sans doute parce que j'avais dit je le mets dans une boîte à livres. Non, il faut quand même que je le mette sur la pile à ma gauche pour pouvoir faire le sommaire après, quand je publierai la vidéo. Voilà, donc Mary Russell Mitford, Our Village. On continue, tiens, avec un poète que j'ai rencontré après l'avoir lu depuis de nombreuses années, James Noël, poète haïtien, qui est venu à Tours en juin dernier. Ça avait été l'occasion pour moi d'acheter ce recueil-là que je n'avais pas lu. Le pyromane adolescent, suivi du sang visible du vitrier. Et je crois que je vous avais déjà lu du James Noël en juin. Je vais vous en relire. Un trou dans les entrailles des tambours. Azur n'est plus de la terre des hommes. C'est seulement dans l'azur cassé en 2 qu'on pourra revoir les yeux d'Azor. C'est dans le goudou-goudou de l'orage qu'on pourra entendre battre l'assotor qui vrillait dans son cœur. Azor est mort depuis ce jour. Tous les tambours du monde portent un trou dans leurs entrailles. La vache! Le tambour a pris un coup dur. Le tambour a un mal dans la peau. Azor est mort. Sa voix était un pays, sans faille, et d'une magnitude à marée haute, qui produisait chaos avec écho dans l'au-delà. C'est désormais dans l'azur des Loas que la voix d'Azor chevauchera tambour. C'est à l'horizontale que le jeune Loa baptisé Azor chevauchera l'éternité. Extrait du Pyromane adolescent de James Noël, c'est en point-seuil. Un texte, tiens, là on est dans les revues plutôt, le dernier numéro de la revue Études littéraires africaines, numéro 55, c'est la revue éditée par l'Association pour l'étude des littératures africaines, l'APELA. Si vous êtes africaniste, intéressé par la littérature africaine, il faut vraiment adhérer à l'APELA, c'est une super association. C'est certes une société savante, mais qui n'est pas rattachée à des institutions universitaires, donc il y a une sorte de liberté un peu transdisciplinaire, un peu comme ça,
en partie extra-universitaires, tout en étant principalement constitués. Les textes qui sont publiés sont écrits pour la majeure partie d'entre eux par les universitaires et coordonnés par les universitaires. Donc il y a réellement un petit peu les avantages de la rigueur scientifique universitaire sans les inconvénients du système institutionnel, on va dire comme ça. Donc c'est toujours intéressant de lire la revue Études littéraires africaines, et donc là avec un numéro sur l'éco-poétique des profonds, et donc avec des articles vraiment très, très chouettes. Ça tire un petit peu quand même toujours vers les littératures d'expression française. Ça c'est toujours un peu la réserve. Donc là il y a... Mais c'est vraiment bien. Il y a un article notamment puisque je vous parlais j'ai parlé beaucoup de littérature malgache, océan Indien, etc. J'ai lu du Ananda Devi, je vous ai parlé du premier roman d'Harry Rabari au tout début de cette vidéo. Il y a un article de Valérie Madeleine Andrian Jaffitrimo, j'ai dû bousiller son nom, désolé, sur les dessous des terres, dans quelques textes francophones malgaches et de l'océan Indien, redéfinir de nouvelles résonances, et c'était très bien. On s'aperçoit à chaque fois qu'on lit ces textes-là qu'on a beau avoir lu beaucoup de textes malgaches, eh bien il y en a encore plein qu'on ne connaît pas. Donc elle travaille surtout sur Raharimanan, Rakotoson et Ravaloson, donc Zwar Ravaloson, mais malgré tout, voilà, elle les relie d'une manière qui est très innovante pour moi. Voilà. Donc il y a plein d'autres textes, hein. Il y a un article en anglais sur Sony Labutansi, donc sur une œuvre écrite en français, mais qui est écrite en anglais, Writing Against Extraction, Petroleum Resistance in Sony Labutansi's jeu sous-signé cardiaque. L'article m'a vraiment intéressé. Alors que j'ai pas lu le texte de Sony Labutansi, j'avoue, jeu sous-signé cardiaque n'est pas un texte que je connais de Sony. Voilà, ensuite il y a pas mal de textes qui m'ont intéressé, sur un entretien avec Christiane Sédou sur les épopées en Afrique de l'Ouest, ça c'était vraiment intéressant aussi. Et comme je vais participer aux assises de la traduction à Arles en novembre autour de la question de l'épopée, voilà, c'est vraiment c'est des choses qui me nourrissent, on va dire ça comme ça. Alors je continue à mettre de côté des livres que je ne veux pas chroniquer aujourd'hui, ce qui est toujours un peu dangereux, parce qu'après je le fais jamais. Ah tiens, on va continuer avec de la poésie. Yip, ça y est, j'ai donné un coup de coude à la pile de gauche. Il y a tout qui s'effondre. Ça, c'était un peu inévitable. Je vais la pousser un peu, parce que là, c'est un peu la cata. Tiens, mais il y a encore du thé, il a refroidi. Je ne vais pas le boire maintenant. Oui, alors de la poésie, disais-je. Le poème d'amour postcolonial de Nathalie Diaz, traduit par Marguerite Capelle, dont je vous ai déjà parlé. Et donc, comme c'est de la lecture, je vais... Alors, ce qui est bien avec ce recueil, c'est que vous avez le texte anglais et le texte français. Alors, Nathalie Diaz, c'est une poète autochtone, hein, amérindienne. C'est paru en 2020, voilà, donc c'est vraiment récent, c'est paru en 2020, le recueil anglais est paru en 2020, et la traduction donc en 2022, aux éditions Globe, qui font vraiment un très bon travail du côté justement de la traduction de voix décoloniales, c'est très très chouette. Voilà, donc, et c'est très bien traduit aussi par Marguerite Capelle. Est-ce que je vais vous lire un extrait? Je ne l'ai pas relu récemment, enfin je ne l'ai pas relu depuis mai-juin. Allez, je vais vous lire le début de How the Milky Way Was Made. Je vais vous lire uniquement le début parce que c'est vraiment long comme poème. C'est des poèmes un peu longs en général. How the Milky Way was made. My river was unseparated, was Colorado. Red, fast flood, able to take anything it could wet in a wild rush all the way to Mexico. Now it is shattered by 15 dams, over 1,450 miles, pipes and pumps filling swimming pools and sprinklers in Los Angeles and Las Vegas. To save our fish, we lifted them from our skeletoned riverbeds, loosed them in our heavens, set them astir, Achian, Mojave Solomon, Colorado Pike Minnow. Up there, they glide, gilt with stars. You see them now, God large, gold green sides, lunar white, belly to breast, making their great speeded way across the darkest hours, rippling the sapphire sky water into a galaxy road. Je continue pas le poème, c'est très frustrant.
Et je veux vous lire la traduction. Comment fut créée la Voie lactée? Il fut un temps où ma rivière n'était pas morcelée, était Colorado, flot rouge rapide, capable de charrier tout ce qu'elle pouvait mouiller en torrents déchaînés jusqu'au lointain Mexique. Désormais, elle est fracturée par 15 barrages, sur plus de 2250 km, pompes et canalisations remplissant les piscines, les arroseurs de Los Angeles et Las Vegas. Pour sauver nos poissons, nous les avons sortis des lits squelettiques de nos rivières, les avons lâchés dans nos cieux, changés en astres. Achiaan saumon mojave, brochés du Colorado, ils planent au firmament, des étoiles pour branchies. Tu les vois maintenant, envergure divine et flanc d'or vert, blanc lunaire de la panse au poitrail, traverser dans leur course les heures les plus obscures, ridant l'eau céleste saphirée d'une route galactique. Nathalie Diaz, traduite par Marguerite Capel aux éditions Globe. Et j'ai encore plein de livres sur les 29 là. Je sais pas comment m'en sortir. Je vais pas m'en sortir aujourd'hui, je crois. Ah oui, les livres en espagnol aussi, j'en ai pas parlé. Bon, ben c'est pas grave. Ça sera pour une autre fois. Allez, ça c'est un peu c'est pas une plaisanterie, c'est insolite, on va dire. Le bouquin Lafon des œuvres de Françoise Sagan, je l'ai trouvé dans une boîte à livres, figurez-vous, dans Lyon, en août. Bon voilà, il était en très bon état. Et en fait, j'ai jamais lu Françoise Sagan. Ça fait partie de ces écrivaines. Quand j'étais adolescent, c'était un peu ce que lisait ma grand-mère. Donc voilà, j'avais pas envie de lire ce que lisait ma grand-mère. Et puis plus tard, quand j'ai fait des études de lettres, il y avait une forme un peu de terrorisme intellectuel qui faisait qu'il y avait des écrivains, des écrivaines qui étaient recommandés, qui étaient considérés comme valables, d'une grande valeur littéraire, etc. Et Sagan n'en faisait pas partie. C'était considéré comme de la littérature populaire, un petit peu, je pense. Voilà. Et donc, ensuite, je suis jamais trop allé vers ça. Et donc, c'était l'occasion. Alors, j'en ai lu qu'un seul. Alors, lui, je vais pas le rendre en une boîte à livres. Je vais le garder parce que j'ai sans doute l'intention d'en lire d'autres. J'en ai lu un seul. Aimez-vous Brahms. J'avais vu le film. Il y a un film, Aimez-vous Brahms, je sais plus de qui, que j'ai vu il y a très longtemps à la télé. Et j'ai lu le livre, qui est un livre, qui est un roman d'analyse psychologique, d'une histoire d'amour, qui est pas mal du tout, en fait. C'est plutôt bien mené. L'analyse psychologique est plutôt fine et plutôt émouvante. C'est un peu homophobe, voilà, je tiens à le dire, petit trigger warning, c'est-à-dire qu'il y a un peu on va dire un vocabulaire et un regard en fait sur l'homosexualité qui est très hétéro et qui est très hétéro du début des années 60, donc je pense que c'est important de le dire quand même. Voilà. Alors dans la collection bouquins Lafon, je crois que j'avais pris le plus court en fait, comme les mauvais élèves. Ce texte fait 56 pages dans la collection bouquins Lafon. Donc je veux bien imaginer qu'en folio ça puisse aller tirer du côté des 150 pages, mais enfin peut-être pas beaucoup plus. Donc c'est des romans très courts. Donc voilà, je vais le remettre quand même je vais le ranger sur les étagères avec les autres bouquins Pochothèque, comment ça s'appelle, Quarto et autres. Je regarde parce que c'est là-haut face à moi, c'est en hors-champ pour vous. Mais voilà, c'était pas désagréable. C'était pas mal. Est-ce que j'ai d'autres livres? Allez, il reste encore quelques minutes. Je vais vous parler de ce livre-là qu'un ami libraire m'avait donné. Ça faisait partie je pense des dizaines et des dizaines de livres qui sont tassés et que voilà, il voulait pas spécialement garder. Joao Guimarães Rosa, que vous connaissez peut-être. J'ai un énorme trou. Ce texte-là, oh mon Dieu, j'ai un trou. Ça, c'est toujours quand on improvise. Évidemment, je ne vais pas pouvoir m'aider des. Bon, il y a un texte dans lequel un narrateur se transforme progressivement en panthère. Et voilà, c'est un texte génial que j'ai lu il y a 25 ans, qui, je crois, a été récemment au programme de l'agrégation, d'ailleurs. Bon, pas du tout ici présenté. Il n'en est pas question du tout. Voilà, bon, c'est pas grave. Vous chercherez, c'est pas grave. Donc là, Sagarana, ce sont des nouvelles. Et je ne les ai pas toutes lues, mais j'en ai lu plusieurs, et c'est très très chouette.
Et il y a tout un passage que j'espère j'ai noté. Ah ben non, ben je ne l'ai pas noté. Je voulais le lire. Il y a tout un, justement, il y a vraiment un travail autour de l'animalité, autour des. Tiens, on parlait de considérer l'animal d'Émilie Dardenne tout à l'heure. Dans ces nouvelles aussi, il y a véritablement une sorte de mise en récit des convergences entre les humains et les animaux non humains, entre les animaux humains et les animaux non humains, qui est très frappante et très récurrente, qui prend des formes assez diverses. Alors autour des chevaux, autour d'une connaissance très précise des chevaux, et des chevaux aussi comme outils de travail, ce qui est aussi une manière de les considérer de manière problématique, c'est-à-dire de considérer leur rôle comme, comme outil et même comme serviteur, esclave, je ne sais pas comment il faudrait le dire, des humains, mais aussi avec d'autres animaux, et donc avec des animaux d'Amérique du Sud. Donc voilà, donc ça joue aussi sur ça. Il y a une nouvelle qui est très 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 belle et très drôle en même temps, qui s'appelle Conversation de bœufs, et qui essaie justement, on parlait de perspectivisme animal, je vais boucler là-dessus, tiens, ça fait pile 1 heure que je parle, on parle de perspectivisme animal, pour le coup, Guimarães Rosa, qui est mort en 1967, ce recueil date de 1946, il faisait du perspectivisme animal avant que les théoriciens n'inventent le terme, hein, donc c'est quand même très, 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 très chouette. Voilà. Pas de lecture, parce que vous avez vu que je fatiguais, de toute façon. Je fatigue au sens intransitif, et puis je fatigue aussi mon auditoire. Bien, assez pour aujourd'hui. J'ai pas épuisé la pile, mais enfin elle menace moins mon ordinateur et moi-même. Bonne journée. Et donc n'oubliez pas de mettre des commentaires pour gagner un exemplaire de Rien le ciel peut-être de Palomina Hermine Hidalgo. À plus tard.